Alors nous voici malheureusement à la dernière conférence de ce salon Vapexpo, troisième journée qui se finit a priori dans la bonne humeur. Il y a beaucoup de monde, beaucoup plus que les jours précédents. Alors on pouvait finir cette journée, on ne pouvait que la finir sur une notion extrêmement importante, puisque le vaporisateur personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui tient sa force des relations humaines, des échanges qui ont eu lieu pendant des années entre les consommateurs eux-mêmes, les fabricants aussi qui font une preuve de dynamisme très important. Il y a eu beaucoup de mobilisation. C'est avant tout les cigarettes, et c'est ça qui fascine, c'est avant tout un mouvement social. Ça s'est jamais vu dans l'industrie pharmaceutique. On en parlait hier avec les substituts nicotiniques. Personne ne faisait des réunions informelles ou pour parler du nouveau patch ou des nouvelles gommes. On connaît ça pour l'alcool, mais les anciens tabagiques anonymes, personne n'en avait parlé. Donc cet aspect communautaire, on va l'aborder aujourd'hui avec des grandes figures, si je peux m'exprimer ainsi. La plus grande d'entre elles serait peut-être, je pense, c'est Brice Lepoutre. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est le président de l'EDUS. Voilà, qui est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. C'est un organisme extrêmement important en France aujourd'hui. Donc il va nous parler un petit peu de cette association. Après, on a aussi, je file juste au bout là-bas, avec Nathalie. Donc Nathalie qui va nous parler aussi d'une initiative extrêmement importante aujourd'hui, parce on est face à des menaces politiques au niveau européen. On va parler de la TPD, la Tobacco Product Directive, qui dessine un avenir peu glorieux pour les cigarettes. Donc on va voir ça, on va parler donc ce mouvement qui s'appelle le FVI. On va voir ça en détail avec Nathalie. Et puis on a aussi ici Renaud de Bout de Mange, qui est le secrétaire qui représente qui fait la relation avec les vapoteurs et les professionnels, donc qui est membre de la FIVAP, la Fédération interprofessionnelle de la vape, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Et puis aussi ici à nos côtés Matt Lavap, qui est reviewer. Alors c'est un terme qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, ce métier ou cette activité qui consiste à tester et faire des revues de matériel. Il nous donnera son point de vue personnel et son expérience d'utilisateur et comment ça s'articule dans ces initiatives communautaires. Alors je vais commencer avec toi, je me permets de te tutoyer, Brice, président de l'EDUS. L'EDUS, c'est quoi? Et puis déjà, qui es-tu finalement, avant de parler de cette association-là? Donc, bonjour à tous déjà. Donc moi je suis Brice Lepoutre, j'ai découvert la cigarette électronique par hasard en 2008. J'étais un fumeur classique de tabac, de grosso modo 30 cigarettes par jour. Et quasiment du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté le tabac. Et on s'est retrouvé une petite communauté sur Internet, on se serrait les coudes pour pas replonger parce que le matériel à l'époque était super préhistorique. C'était la galère pour réussir à s'en servir. Et on s'est serré les coudes, on s'est réunis autour d'un forum e-cigarette aujourd'hui que j'administre. Voilà, ça a grandi ainsi. Par contre, c'est sur la slide d'après, parce que je suis désolé, j'ai absolument pas eu le temps de préparer ce que je voulais dire, j'ai juste préparé mes lignes directrices. Ce forum e-cigarette, il a été créé quand exactement? À quelle année? En 2008. En 2008, il a été créé. Et donc aujourd'hui, c'est parti d'un petit forum de 200 membres. Aujourd'hui, on compte 60 000 membres, on compte 1 million de visiteurs chaque mois. Donc voilà, c'est devenu un gros forum. Donc en 2013, on a décidé de se réunir et de créer une association qui était l'EDUS. Et donc pour terminer de parler de moi, ça c'est le petit classique dans les différentes conférences que je dois faire dans le domaine médical, mes liens d'intérêt. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'univers médical, du tabac ou de la cigarette électronique. D'accord, merci. Donc dans la présentation que tu m'avais demandé de préparer, je la voyais en 3 axes au niveau de la force de la e-communauté. Il y avait l'avant EDUS de 2008 à 2013, où les vapoteurs étaient réunis sur des forums, sur Internet, un Internet qui avait l'avantage d'être sans limite et donc
de nous permettre d'échanger et d'avoir une interactivité avec les vendeurs, parce que les vendeurs à l'époque, jusqu'à 2011, je crois à peu près, étaient tous sur Internet et avaient besoin de la communauté Internet pour exister. Donc la communauté avait une force auprès des vendeurs et les vendeurs étaient à l'écoute des besoins des consommateurs. Donc on a réussi à toujours bien avancer ensemble. C'est comme ça que, bien avant que le gouvernement le décide, la plupart des vendeurs avaient voulu jouer le jeu en mettant le pictogramme tête de mort sur les flacons de liquide, en mettant les bouchons de sécurité sur les liquides. Tout ça avant toute organisation légale, on va dire. Alors cette relation consommateur-vendeur, on a vu, est très importante. Est-ce que aussi entre consommateurs, cette notion, on a parlé avant de courbe d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on est face à des produits qui sont relativement complexes, on est face aussi à une addiction, une dépendance qui est très complexe aussi. Gérard Materne nous a parlé les jours précédents de la dimension psychologique, physique et comportementale de la dépendance tabagique. Est-ce qu'il y a aussi cette dynamique-là, cette relation humaine qui doit finalement exister absolument pour arriver à sortir du tabac, même si la cigarette électronique est efficace? Est-ce que ce forum a répondu à certaines de ces attentes-là? Alors, à ses débuts et encore aujourd'hui, il y a tout un aspect communautaire qui a été très très important parce que, surtout quand le matériel marchait mal, il y avait toujours le risque de replonger dans le tabac. Et on était une communauté, on était unis et on l'est toujours. Et on ne laisse pas tomber un confrère vapoteur qui risque de retomber. On va l'aider à trouver le matériel qui lui va, à trouver l'évolution qu'il lui faut. Et ça fait la force de la communauté. Est-ce que tu parlerais de tabacologie en herbe ou de tabacologue en herbe? De e-tabacologie, pourquoi pas, mais de e-tabacologie amateur. Ça reste pas un métier, c'est du soutien entre une communauté qui se retrouve unie sur un même sujet qu'est la vapote. D'accord. Donc après, dans ce que j'avais prévu... J'avais prévu de parler un petit peu rapidement de la création d'Aidus pour exprimer ça. Donc, avant Aidus, il y a eu un projet qui était Sidus, qui malheureusement est tombé à l'eau, qui datait de 2009. C'était un bon projet, tout le monde l'a soutenu. Ça n'a pas dépassé le stade du dépôt des statuts en préfecture. Ça n'a pas été plus loin, ça a été dommage. Et après, plus rien. Et on a senti qu'il y avait un gros risque au niveau européen, que l'Europe médicalise nos cigarettes électroniques. Et du coup, on sentait, tout le monde demandait à ce qu'il y ait une association de consommateurs qui se mette en place. Personne pour la lancer. Et donc, ça m'a pris en novembre 2012, je crois, de mémoire, d'appeler Franck, l'administrateur de l'autre forum e-cigarettes publiques, et de lui dire, voilà, il n'y a personne qui bouge, il faut se bouger avant qu'on se retrouve médicalisé. Et donc, on a décidé de lancer Aidus, et donc c'est ainsi qu'est né Aidus quelques mois plus tard. Notre première action, la première chance qu'a eu Aidus, et qui a fait sa force aujourd'hui, c'est de quelques semaines après sa création, on a été invité sur Europe 1 face à Bertrand Dotzenberg, et on a pu échanger avec lui. On était très fâchés avant. Et là, il a pu voir qu'on n'était pas des extrémistes, qu'on était juste des utilisateurs sans intérêt financier, indépendants, et qu'on avait le savoir. Et il nous a demandé de l'aider sur le rapport de l'OFT. Le rapport ministériel de l'OFT. Et c'est là qu'on a pu juger avec les experts de santé avec qui on a travaillé. On a pu juger du sérieux réciproque les uns des autres, et ça a été vraiment la pierre angulaire d'Aidus. Aidus, après ce rapport-là, été pris au sérieux par les experts de santé, par les institutions politiques et les médias. Donc ça a été vraiment notre force. Cette indépendance-là, qui fait partie du nom de l'Aidus, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques, est-ce que c'est quelque chose qui est dur à préserver dans un monde qui bouillonne économiquement comme ça? Tout le monde crée des sociétés, beaucoup de salariés, beaucoup de chiffres d'affaires, une industrie montante. Et vous, au milieu, finalement, utilisateurs, est-ce que c'est dur? Est-ce que vous êtes sollicité? Est-ce que certains ont déjà craqué en disant au revoir l'Aidus, je pars faire mon business, ou comment ça se passe un petit peu? Alors on a des adhérents qui sont après qui vivent leur vie comme ils le souhaitent, qui bien sûr ont monté des boutiques, qui quittent du coup l'Aidus, vu que l'Aidus est indépendante, il ne peut y avoir de vendeurs au sein de l'Aidus. Maintenant, notre indépendance, moi personnellement, je la vis depuis 5 ans. On a toujours bataillé ferme pour qu'il n'y ait aucune, du moins pour qu'on préserve notre indépendance, et ainsi qu'on
puisse être inattaquable. Et aujourd'hui, cette indépendance nous sert énormément parce qu'on n'a aucun intérêt financier en jeu. Quand on est à des réunions à l'INC, à la FNOR ou à l'NE, que l'on demande quelque chose, nous, on n'est pas là pour préserver quelque chose d'économique, on est juste là pour préserver notre santé. Et du coup, c'est plus difficile de nous refuser des propositions qu'on veut faire, vu qu'elles sont juste demandées par notre cœur, et elles sont justes. Aujourd'hui, l'EDUS, c'est combien de membres? Alors aujourd'hui, l'EDUS, c'est 3000 inscrits. Le nombre d'inscrits n'évolue pas aussi vite que ce que j'aurais espéré. Maintenant, la force d'EDUS a évolué beaucoup plus vite que ce que j'espérais. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, EDUS est pris au sérieux, que ce soit par les politiques, par les médias, par tous les organes officiels. Et je ne m'attendais pas à ce qu'on en arrive déjà là au bout d'un an. Alors la force de l'EDUS, c'est cette fédération, cette indépendance qui vous donne de la crédibilité auprès des différents organismes. Les premières actions notables, en tout cas de très médiatisées, c'était justement cette participation au rapport de l'OFT, l'Office français du tabagisme, en collaboration avec le professeur Dotzenberg, qui est un grand pneumologue français. Quelles autres actions on peut noter comme ça, peut-être des plus petites ou Après, on avait mis en place l'AIDUS, la pétition à l'attention des eurodéputés, qui a réussi à récolter 40 000 signatures. Donc on estime ça très honorable, surtout qu'à l'époque, la France comptait 1 million de vapoteurs. On a organisé une manifestation à Strasbourg et à Bruxelles. On a fait de l'information individuelle auprès des eurodéputés, qui a pris beaucoup de temps. Comment ont été accueillies ces 40 000 signatures que vous avez remis au Parlement ? Les 40 000 signatures ont fait leur effet. Elles ont aidé à basculer certaines voix qui se sont dit que les vapoteurs, c'était pas que quelques clampins dans un coin. Et elle a aidé à faire basculer quelques voix qui ont été décisives parmi des chefs de parti qui après donnaient des consignes aux députés de leur parti. Et tu dirais que le 8 octobre 2013, si je me rappelle bien, cette fameuse manifestation devant le Parlement, à laquelle j'ai participé d'ailleurs, a eu son poids. Tu dirais que l'EDUS a eu gain de cause dans cet événement? La cigarette électronique avait eu gain de cause dans cet événement. Ça avait été rondement mené. Les professionnels avaient bien joué leur rôle, les consommateurs avaient bien joué leur rôle, les médias avaient joué le rôle qu'on attendait d'eux. Et le résultat a été que les eurodéputés ont joué le rôle qu'on attendait d'eux aussi. Malheureusement, il y avait la Commission européenne. Ce qui laisse optimiste, ça souffle quand même un vent d'optimisme dans les prochaines actions à venir. Tout à fait. D'accord. Donc alors, quelle autre action? Quelle autre action? Après, c'est des actions plus généralistes. C'est beaucoup des interventions dans les médias. On est très sollicité en ce moment pour des congrès de médecins, des colloques. Donc voilà, on collabore beaucoup avec l'INC, la FNOR, le LNE. C'est énormément de travail. Et après, des futures actions, malheureusement, je sais que ça froisse certains adhérents, qu'on doit taire jusqu'à ce qu'elles arrivent à aboutissement pour éviter tout bâton dans les roues d'opposants de la cigarette électronique. Mais on travaille dur. Alors, et peut-être l'événement le plus notable aussi récemment, c'est cette question d'observatoire qui a été monté avec l'OFT, l'INC, donc l'Institut national de la consommation, l'EDUS et puis aussi la FIVAP. On verra ça avec Renaud tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est quand même une belle reconnaissance de l'État français de prendre en considération l'avis des utilisateurs et les intégrer directement dans des travaux de réflexion sur le produit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cet observatoire? Sur cet observatoire, déjà la plus grande reconnaissance qu'il y a eu pour moi sur cet observatoire, ça a été le fait que l'INC reconnaisse son erreur sur la pseudo-étude 60 millions de consommateurs et qu'à la première réunion, bon, ils n'avouent pas avoir merdé partout, mais ils nous ont avoué avoir quand même merdé l'étude. Et je le vois sinon d'un très bon œil parce qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Il y a une volonté d'écouter et pas de se sentir au-dessus des individus et de légiférer sans savoir. C'est vraiment des réunions très intéressantes et oui, le travail collaboratif est vraiment très important. Chacun est à l'écoute des autres et chacun est dans le compromis. Il y a des trucs qui ne plaisent pas aux consommateurs, qui ne plaisent pas aux vendeurs, qui ne
ne plaisent pas aux médecins. Mais on va passer des heures à trouver quel est le point qui va mettre tout le monde d'accord. Et on avance dans le compromis. Et c'est une démarche que j'apprécie beaucoup de la part de l'INC. Et dans la liste de ces actions qu'on va revoir à l'écran, j'imagine qu'il faut des moyens, alors humains, financiers aussi sûrement. Il y a une cotisation de l'EDUS. De quoi vous manquez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes frustré de ne pas pouvoir atteindre certains objectifs ou de trouver plus de temps finalement? Parce que vous avez tous un travail aussi. Le gros problème, c'est qu'on est une association complètement indépendante. Et le gros problème, c'est le temps. On est sollicité de toutes parts. À côté, il faut manger, donc on a un métier. Et les vacances, ils n'ont pas encore inventé les forfaits vacances illimitées. Et du coup, on a un gros manque de temps. Le moyen financier, on les a parce que la force de la e-communauté, ça a toujours été aussi la solidarité. Donc pour tous les besoins financiers, à 90%, il y a toujours un vapoteur qui fait un métier qui peut faire que quelque chose qui est payant pour quelqu'un serait gratuit pour nous. Et du coup, on obtient la gratuité des autocollants, des impressions, donc les comptes de l'EDUS sont quasiment intacts. Même l'avocate qui va nous défendre, qui est une grande avocate, nous fait un prix très très cadeau pour une avocate de cette hauteur. Et donc notre gros problème, c'est le manque de temps. D'accord. Et parmi les interlocuteurs privilégiés que vous ayez pu avoir en face de vous, on a cité tout à l'heure le professeur Donsenberg, on a parlé de l'OFT, on a parlé de l'INC. Au niveau des instances gouvernementales, jusqu'où êtes-vous allé? Avez-vous rencontré par exemple Marisol Touraine, la ministre de la Santé, la DGS, la Direction Générale de la Santé? On s'est arrêté à la barrière de la DGS. Ouais. Et on a quelques contacts avec la DGS. On sait qu'ils nous suivent parce qu'on échange et en discutant un peu avec eux, on a vu qu'ils suivaient bien l'actualité de l'EDUS. Mais on n'a pas été encore au-delà de la DGS et à notre goût, la DGS n'est pas assez à l'écoute des consommateurs. Et ils sont trop dans une vision normalisée de la cigarette électronique qui doit rentrer dans des cases sur certains papiers et on a du mal à leur faire comprendre que la cigarette électronique, c'est pas ça, c'est des millions de possibilités et qu'on ne peut pas l'écrire, que la vérité de la cigarette électronique se trouve sur Internet et se trouve auprès de ses consommateurs. Mais tu dirais que le dialogue est quand même instauré ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'unilatéral? L'EDUS essaye d'envoyer des informations en haut et puis elle retombe. Le dialogue est installé, mais je dirais qu'avec la DGS, c'est un de nos interlocuteurs avec lequel le dialogue est le moins fréquent. Mais le dialogue est là, les contacts sont là et on dialogue quand même de temps en temps. D'accord. Alors toujours pour rester dans ces actions, dans le futur, peut-être un petit teasing, quelles vont être les prochaines actions? Pour l'instant, une prochaine action qu'on a divulguée, parce que sur les autres, on ne peut pas encore en parler. Une qui a été divulguée, ça a été une demande des médecins, une demande des CE, des CHSCT, qui nous ont demandé de l'aide parce qu'ils n'avaient aucun moyen d'informer ceux qui leur posaient des questions. Pour les médecins, donc on a fait une brochure pour aider leurs patients à comprendre comment fonctionnait la cigarette électronique et comment choisir sa cigarette électronique. Pour les CE, les CHSCT, on a fait une brochure donc, sur la vape au travail parce que c'est un problème qui se pose de plus en plus. Est-ce qu'il faut l'interdire dans le règlement intérieur ou pas? Donc on est actuellement en train de travailler sur ces brochures qui seront remises gracieusement aux personnes qui les demandent. D'accord. D'une manière très très générale, ton sentiment en tant que président de l'EDUS sur la position de la France au niveau européen. On a vu que on a frôlé la classification pharmaceutique du produit en octobre dernier. On a vu que l'EDUS a eu un effet, enfin on espère en tout cas sur cette décision. Tu as un sentiment de confiance? Tu étais confiant pour l'avenir du produit ou est-ce que tu vois ça d'un œil très noir? Alors je suis confiant pour l'avenir du produit. Je suis à moitié confiant dans les futures décisions des autorités, mais je reste confiant dans l'avenir du produit parce qu'après on aura toujours le terrain légal pour se battre et donc je pense qu'à la fin les vapoteurs finiront par entendre raison. D'accord. Voilà.
Alors, on a évoqué voilà, des situations européennes, c'est quelque chose qui est important. Alors, je vais te laisser introduire ce sujet très sérieux, très important. On parle d'une TPD, on va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur ce mouvement-là qui est en train de naître au-delà de l'EDUS? Il faut qu'il reste au-delà de l'EDUS. C'est une initiative citoyenne. Pour qu'elle soit recevable, il faut qu'elle vienne du peuple et pas d'une association ou d'organisation de vendeurs. Il faut faire porter notre voix. C'est important de signer le FVI. Il faut faire porter notre voix, montrer que les vapoteurs ne se laissent pas faire, qu'ils ont trouvé un moyen de quitter le tabac à la tête haute et qu'il faut préserver la cigarette électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et le seul moyen de se faire entendre aujourd'hui, du moins l'un des seuls moyens qui va donner du poids en plus aux actions futures, c'est d'être nombreux à signer cette initiative. Option de la dernière chance ou pas du tout? Avant-dernière chance. Notre avocate est déjà sur le coup pour attaquer la retranscription dans le droit français de la directive européenne. D'accord. Alors, directive européenne, Parlement, Commission, Conseil, c'est des choses un petit peu compliquées. Beaucoup de gens travaillent dans les instances de régulation et s'intéressent beaucoup aux produits. 4 mg par millilitre, 20 mg par millilitre, l'article 18, article 20, beaucoup de choses qui se mélangent, qui se croisent. Récemment, cette directive européenne donc, qui donne un cadre réglementaire aux futures législations dans chaque pays membre est en train d'être finalisée. Nathalie, alors surnom elle vapote, mais tu vas nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer ces choses-là et remettre dans le contexte un petit peu cette EFVI, cette initiative citoyenne européenne? Donc ça marche, oui. L'initiative citoyenne européenne, voilà, donc ça c'est des dessins que vous voyez partout probablement en ce moment, le Super Pitbull là, qui fait presque le tour du monde et qui exprime la colère des vapoteurs face à tout ce qui est en train de se passer dans les réglementations, que ce soit en Europe ou que ce soit même aux États-Unis. Donc le FVI, si je vape, je la signe. Voilà, donc ça c'est un slide un peu compliqué, c'est surtout pour montrer à quel point c'est officiel. Donc l'initiative citoyenne européenne, c'est une procédure qui a été mise en œuvre dans le cadre du traité de Lisbonne en 2010. Elle a été confortée en 2011 par des réglementations et par des précisions sur les points de procédure. Et la première a été lancée le 1er avril 2012. Actuellement, il y a 2 initiatives européennes qui sont arrivées à terme. Donc on voit là que ce sont bien des textes, les règlements. Ce n'est pas une pétition, c'est une possibilité qui est donnée à 1 million de citoyens européens de faire bouger la législation. Voilà, donc on voit bien qu'on en a une problématique d'administration. La procédure est assez compliquée, il faut la démarrer, constituer un comité des citoyens, enregistrer l'initiative, collecter le million de signatures, les faire valider. Et à la fin, eh bien, si on a ce million, on peut venir devant la Commission, le Parlement, exposer le projet qui a été défini au début de toute cette procédure. Donc j'insiste bien, ça n'est pas une pétition. Voilà. Alors en France, enfin en Europe même, en 2013, quand on a commencé à parler de médicalisation de l'e-cig, il y avait déjà plein de mouvements qui naissaient. Donc l'EDUS avait fait signer les 40 000 pétitions. On avait en Allemagne une association européenne qui était très active pour impliquer des eurodéputés. Au Royaume-Uni, on avait Cliff Bates, qui est un ardent défenseur de la cigarette électronique, qui avait rassemblé aussi une communauté très très active sur Twitter, Facebook en Angleterre. Et c'est un peu en même temps que tout ça qu'un Hongrois, Christian Pivko, a décidé de lancer l'initiative citoyenne européenne suite à des actions un peu dangereuses pour les cig. En Hongrie, il y a eu des confiscations de matériel, il y avait des vendeurs qui étaient poursuivis parce qu'ils vendaient de la nicotine. Et donc, fort de tout ça, il a décidé de lancer ça. Donc, il a réuni un comité citoyen avec 7 vapoteurs qu'il a recrutés sur les réseaux sociaux, dans des forums. Et ils ont déposé la demande et ça a été lancé. Voilà, donc là, je reviens sur...
Donc la directive tabac, c'est assez catastrophique pour l'e-cig. Il y a énormément de restrictions sur la vente et il y a aussi des exigences sanitaires. Donc on est à la fois entre le tabac et le médicament. Moi, ce que je crains, mais bon, je ne suis pas juriste, hein, c'est que, en fait, ce soit un recours pour certaines très grosses industries pour attaquer les réglementations si elles ne vont pas bien dans le sens défini par l'Europe. Il faut savoir qu'en Europe, il y a quand même, parce que ça paraît tellement fou, il faut savoir qu'il y a un précédent sur un produit inoffensif qui a permis, notamment aux Suédois, à beaucoup se sortir du tabac, c'est le snus. C'est le pays dans lequel il y a le plus bas taux de cancer et oraux et du poumon. Ils se sont sortis du tabac avec le snus et le snus reste banni par la TPD. Donc ce n'est pas parce qu'un produit a une grosse incidence sur les aspects de santé que le produit va être promu par nos dirigeants. Donc le FVI, on va demander à ce qu'elle... L'objectif, c'est de faire sortir l'e-cig de la directive tabac. En prenant notamment l'avis des scientifiques qui n'ont pas été écoutés ou mal écoutés, mal interprétés, et aussi l'avis des vapoteurs. Et là, on a le slogan des Anglais qui est rien sans nous, rien sur nous sans nous, donc nothing about us without us. Alors. Donc la directive tabac freine les innovations. Donc, je vous ai mis à gauche des éléments du texte parce que c'est important de savoir, des fois on trouve qu'on exagère un peu, mais là vous avez vraiment le texte. Donc elle freine l'innovation parce qu'il faut notifier les fabricants et importateurs doivent notifier 6 mois avant la mise sur le marché d'un nouveau produit. Ils doivent faire ça dans chacun des pays de la communauté européenne. Ils doivent renotifier quand ils font une modification du produit et l'administration se réserve le droit de leur faire payer des redevances. Donc ça, c'est sûr que ça va freiner l'innovation. C'est aussi sûr que ça va générer des coûts puisque pour les industriels et pour les importateurs, les procédures sont très lourdes, donc ça va être très cher. Bon, ça, je pense que l'information a beaucoup circulé partout. La directive tabac bride le matériel. Donc, on a beaucoup parlé des réservoirs supérieurs à 10 millilitres qui sont interdits. Le voltage variable qui permet de faire varier la puissance et donc la délivrance de la nicotine, c'est interdit. Les flacons supérieurs à 10 millilitres, c'est fini. Le verre, le Pyrex, ça se casse, donc c'est fini. Les taux de nicotine sont limités à 20 mg par millilitre. Alors en France, on est assez habitué. Néanmoins, c'est insuffisant pour 20% des fumeurs. Et donc, on est dans une situation un peu ubuesque où vous prenez la cigarette électronique et vous vous patchez. Et une chose aussi qui est très importante, c'est que ce sont les règles transfrontalières avec toutes ces limites, les règles du tabac qui sont applicables à la cigarette électronique. Donc on ne peut pas acheter à l'étranger via un site internet. On ne peut pas importer sous certaines conditions du matériel en France. Ça c'est important, notamment pour les vendeurs, distributeurs, fabricants et importateurs. Il y a énormément de lourdeurs administratives associées à la cigarette électronique à l'avenir. Donc on voit là, les données exhaustives sur les volumes de vente. Ils doivent aussi produire des statistiques sur les différents groupes utilisateurs, les jeunes, les pas jeunes, est-ce que les gens ont arrêté de fumer, pas de fumer. Donc ça va être très très lourd pour recueillir l'information. Il y a une chose terrible dans cette TPD, c'est qu'elle permet de généraliser les interdictions. C'est-à-dire qu'il suffit que 3 pays décident d'interdire un produit et la Commission européenne peut, sans aucune consultation, décider de l'interdire dans l'ensemble des pays européens. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même quelques pays tels que la Lituanie. Philip Morris est le 2e contribuable du pays et le premier investisseur. Donc, on peut avoir un peu craindre que la Lituanie n'ait pas trop de mal à interdire certains produits. Il y a un certain nombre de pays aussi dans lesquels la cigarette électronique est dans un statut assez compliqué. Et donc, c'est probablement pas très très compliqué de réunir 3 interdictions dans 3 pays. Donc ça, c'est très embêtant.
Alors, le FVI, il faut que le nombre de signatures décolle. C'est ridicule. On est à l'heure actuelle à peu près à 6100 soutiens. Je dis signature, mais je devrais dire soutien, parce que ce n'est pas une pétition. Donc, 6100 soutiens, ça veut dire qu'on est 6100 vapoteurs impliqués dans l'avenir de la cigarette électronique en France. On dit qu'on est 2 millions. C'est le moment de soutenir cette initiative, non seulement pour elle-même, pour donner du poids, montrer que les vapoteurs sont nombreux, déterminés à défendre leur liberté de vapoter, liberté responsable, parce qu'on n'est pas là non plus pour dire qu'il faut tout détruire et pas de réglementation, on le demande tous. Je pense que c'est aussi important pour l'EDUS de montrer que les vapoteurs sont impliqués. Et aujourd'hui, on a cet outil, c'est l'initiative citoyenne européenne. Quelle que soit la chose que demande à la fin le comité citoyen quand il va se rendre au Parlement pour présenter son projet, qu'on soit plus ou moins d'accord. Là, on dit combien on est et combien on est déterminé à défendre la cigarette électronique. C'est un message des vapoteurs. C'est indispensable d'être bien au-delà des 6 000 qu'on est aujourd'hui. Il faut qu'on soit 100 000, 200 000, enfin, il n'y a pas d'arrêt. On a beaucoup entendu parler du chiffre de 55 500 minimum. Alors ça, il faut savoir que c'est juste un chiffre. Si on le réunit, on ne plante pas le projet. Mais ça ne suffit pas. Si tous les pays font le minimum, on est très très loin du million. Donc ça n'est pas un objectif, c'est une barre à passer et il faut aller bien au-delà. Donc le comité citoyen a été lancé par le Hongrois. Il n'y a pas de Français dans le comité citoyen puisqu'il les a recrutés par un forum anglais. Néanmoins, pour relayer cette initiative, se sont formés des groupes de vapoteurs très très spontanément à travers les réseaux sociaux pour défendre ça. Donc on est un petit nombre à s'être réunis pour défendre cette initiative et donc ça vient vraiment de la base. On n'est pas d'association, on est des vapoteurs convaincus et on est très très scandalisés par tout ce qui s'est passé. On a envie que la cigarette électronique soit promue. C'est un outil extraordinaire et voilà, c'est ça qui nous motive. Et on a aussi créé un site, efvi-france.com, pour donner aux vapoteurs français, ou en tout cas francophones, la possibilité d'avoir accès à toutes les informations nécessaires en français. Parce que... Pardon. Voilà. Donc 940 000 signatures à l'heure actuelle, 10 millions de vapoteurs en Europe. C'est ridicule. Donc on y va. On signe, on fait signer tout le monde, les amis, les proches. Quand on est dans les boutiques, on mobilise les gens. C'est très très important. Alors là, il y a des chiffres. 1500 boutiques, on dit qu'il y en a presque 2000 en ce moment. Elles font signer un vapoteur par jour. On est à 270 000. Donc on doit pouvoir arriver à faire ça. Si 20 000 vapoteurs font signer chacun 4 vapoteurs ou non, plutôt des non-vapoteurs, en France, on arrive à 100 000. Donc c'est tout à fait atteignable. Donc il faut y aller, il faut soutenir le FVI. Et donc pour finir, écoutez, on vous propose des idées. Il faut que les boutiques s'emparent du site, qu'elles téléchargent tous les supports qui sont mis à leur disposition. Il faut les diffuser dans les colis pour les sites. Il faut faire signer dans les boutiques l'initiative. Les boutiques peuvent mettre aussi, ça c'est peut-être plus simple, des PC, des tablettes à disposition pour signer l'initiative. On peut le faire aussi avec son smartphone. On peut aussi faire remplir un formulaire de soutien. Tout est expliqué sur le site, comment on fait si on fait une procédure papier. Alors il y a un frein qui est très très important, c'est qu'il faut donner son numéro de carte d'identité quand on soutient l'initiative. Donc il faut que vous sachiez que le site sur lequel on enregistre son soutien, il est hébergé par la Commission européenne. Il a fait l'objet d'une certification officielle. Donc les données sont sécurisées, les données sont protégées et tous les gens qui participent à l'initiative doivent s'engager sur le fait de protéger ces données. Donc allez-y, n'hésitez pas, donnez votre numéro de carte d'identité, vous donnez votre carte quand vous faites les courses. Vous pouvez le mettre ici parce que c'est une fois, j'insiste, il faut vraiment signer. Et voilà. D'accord, merci Nathalie. Alors ce qui est quand même assez inquiétant dans ce qu'on regarde, quand on regarde un petit peu le détail de la TPD tel que tu nous l'as exposé, c'est qu'on a tendance à comprendre que cette TPD favorise l'industrie
du tabac. Alors on parle des cigarettes, ces cigarettes qui ressemblent à des cigarettes électroniques qui ressemblent à des cigarettes de tabac, dont les propriétés techniques sont tellement contraignantes, et elles vont rentrer exactement, dans le cadre réglementaire imposé. Exactement. Aujourd'hui, les cigarettes électroniques sur le marché, les seules qui correspondent exactement à l'ensemble des spécifications de cette directive tabac, ce sont les cigarettes, les cigulailles qu'on dit, enfin celles qui ressemblent à des cigarettes. Alors le docteur Konstantinos Farsalinos, le fameux cardiologue grec qui est intervenu hier, avec énergie d'ailleurs aussi dans d'une des autres conférences, a rappelé quelque chose d'important. Il s'adressait aux professionnels notamment, en leur disant est-ce que vous savez à quel taux votre cigarette électronique délivre de la nicotine, est-ce que vous savez avec exactitude les propriétés de vos produits, parce qu'on va vous les demander ça, et la TPD va vous les demander. On veut des données extrêmement précises sur l'efficacité de votre produit, les ingrédients, etc. etc. Et comme par hasard, les industriels qui vont être capables d'apporter des réponses et de coller avec ce cadre réglementaire sera forcément des gens qui ont beaucoup de moyens, dont l'industrie pharmaceutique. Alors, je me tourne vers toi, Renaud de Boudemange, membre de la FIVAP, la Fédération interprofessionnelle de la vape. Comment s'organisent les professionnels aujourd'hui, ou en tout cas les adhérents de la FIVAP, face à cette menace de Big Tobacco, telle qu'on le nomme, et comment est perçue cette TPD et toutes ces actions communautaires? Donc, pour rappeler un petit peu ce qu'est la FIVAP vient du CAS, le collectif des acteurs de la cigarette électronique, qui est un collectif qui s'est créé il y a à peu près 1 an, lorsque on a vu qu'il fallait absolument que la profession s'organise sur plusieurs points. Déjà parce que la cigarette électronique était attaquée et qu'il fallait absolument la défendre ce produit qui est absolument extraordinaire. Ensuite, parce que lorsque les responsables politiques français qui voulaient juger la cigarette électronique et qui voulaient légiférer autour de cette cigarette électronique ne connaissaient absolument pas ce produit, il a fallu monter au créneau pour déjà leur présenter ce qu'était la cigarette électronique, leur faire comprendre un certain nombre de choses. On a donc dès le début rencontré tout un tas de ministères pour pouvoir déjà apporter des premières informations. Les informations qui étaient apportées ont permis de pouvoir faire un travail supplémentaire qui a été après de faire des propositions. Il ne faut pas attendre en effet que lorsque des normes se mettent en place, ce soient des normes qui soient faites par des gens qui ne connaissent strictement rien au produit. Il faut qu'on soit proactif sur ces normes. On travaille notamment actuellement sur des normes par rapport à la fabrication des liquides, à une bonne pratique de cette fabrication. On sait qu'énormément d'acteurs se précipitent sur ce marché en pensant que c'est un marché extrêmement juteux et que des pratiques aujourd'hui ne sont pas admissibles. On a besoin, nous en tant que professionnels, d'avoir des produits qui soient le plus simples possible, sur lesquels il y ait des analyses qui soient faites. On sait qu'en travaillant au niveau moléculaire, le mélange de certains produits, de 2 produits qui sont neutres, risque de produire un 3e produit qui lui va être dangereux. Pas forcément dangereux lorsqu'on travaillait avec des arômes alimentaires, parce que lorsqu'on avale un produit, on a des enzymes qui dégradent ces arômes. Lorsqu'on se les met dans les poumons, les choses ne sont plus tout à fait pareilles. Donc on ne peut pas se contenter d'avoir des gens qui mélangent des produits et qui donnent des bonnes saveurs. On est obligé de travailler extrêmement précisément. La vapologie, c'est une nouvelle chose qui est en train d'arriver, qui est portée par la communauté des vapoteurs au début. Il faut rappeler que la cigarette électronique, ce n'est pas un produit qui a été imposé par une industrie, c'est un produit dont les consommateurs se sont emparés, ont permis, par les échanges incessants entre consommateurs dans cette communauté avec les fabricants, de s'améliorer de plus en plus. En tant que professionnel, on fait partie de cette communauté, on doit être à l'écoute de cette communauté et permettre justement de remonter auprès de nos fabricants et auprès de nos vendeurs
tout un tas d'informations pour faire avancer les choses. Mais pour coller aux standards de grosses industries comme celle du tabac ou de la pharmacie, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de connaissances, il faut des ingénieurs, il faut de la matière grise, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'état de la profession de la cigarette électronique a les moyens de rentrer en concurrence directe avec ce genre d'industrie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les plus grands fabricants de cigarettes électroniques, de e-liquide, réinvestissent la totalité de leurs bénéfices dans de la recherche. Ce ne sont pas des amateurs, ce sont des gens qui sont ou des chimistes ou des aromaticiens qui travaillent d'une manière extrêmement pointue pour fabriquer ces liquides et qui sont les seuls à avoir l'expertise nécessaire aujourd'hui pour pouvoir justement apporter des réponses. C'est pour ça qu'au sein de la FIVAP, de l'ex-CAS et de la FIVAP aujourd'hui, on a des propositions extrêmement concrètes sur ces normalisations qui sont mises en place et qu'on travaille actuellement avec les corps de l'État qui s'occupent de ça pour leur faire des propositions. Ils sont plus qu'à l'écoute, ils sont en attente parce qu'eux ne connaissent pas bien ce produit. Ils ont besoin des expertises, des professionnels que nous, on peut leur amener. Dans ce cadre-là, on travaille notamment pour revenir à la communauté, parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette communauté des vapoteurs. On est un des rares produits où justement on a une communauté qui est extrêmement active et pas active uniquement sur les forums. Je veux dire, l'AEDUS en est un des exemples. C'est un des partenaires qu'on rencontre régulièrement. Nous, en tant que professionnels, on sait qu'on renvoie systématiquement nos clients vers l'AEDUS quand on a des clients qui se sentent investis, parce qu'on a besoin d'avoir une association de consommateurs forte, même si on peut avoir des intérêts divergents à un moment, parce qu'en effet, consommateurs et industriels, on n'a pas forcément toujours les mêmes intérêts. Notre intérêt commun, c'est bien l'intérêt de la vape. Et donc, on est capable de se retrouver et de trouver les points essentiels sur lesquels on peut s'entendre pour faire avancer les choses. Une sensibilisation des professionnels. Est-ce que tu as le sentiment que, en dehors des adhérents de la FIVAP, parce qu'il y a aussi le SYNAPS, il y a un syndicat, oui, il y a beaucoup de professionnels aussi indépendants qui sont tout simplement autonomes, on va dire, au niveau associatif, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un manque de sensibilisation, un manque de réalité politique? Est-ce que les professionnels ont réellement conscience aujourd'hui, les professionnels français et européens, qu'il y a une menace qui plane sur leur métier, concrètement? Ce qu'on peut dire, c'est que nous, aujourd'hui, en ayant été présents sur ce salon depuis 3 jours, on a eu énormément de contacts, que ce soit des boutiques, que ce soit des fabricants, qui sont venus nous voir et qui comprennent tout à fait qu'il faut absolument qu'on s'organise, qu'il n'y a qu'avec une réponse où, en effet, on représente la FIVAP, c'est plus d'une centaine d'adhérents, par exemple. On a pris énormément de contacts, on a sans arrêt des gens qui viennent nous voir, on n'a pas besoin d'aller chercher les gens. Je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte, que justement c'est cette force qu'on peut représenter aussi bien au niveau industriel, mais la force de la communauté des vapoteurs qui va permettre au pouvoir public de nous prendre réellement au sérieux. On est pris au sérieux parce qu'on est des professionnels, on est pris au sérieux parce qu'on a 2 millions de consommateurs pour lesquels on a des responsabilités. Ces consommateurs, on essaye de les sensibiliser, de les conscientiser pour que justement ils deviennent une force. Parce qu'actuellement, Brice disait que malheureusement, il n'y avait que 3000 adhérents au sein de l'AEDUS. 3000 adhérents qui font un super boulot, donc ça vaut plusieurs milliers de personnes sans problème. Voilà, c'est même la seule véritable association qui existe au niveau des consommateurs. Et c'est très important. Je veux dire, cette communauté, elle est à l'origine de ce que nous, professionnels, on a pu devenir. Je veux dire, les professionnels qui ont créé le CAS viennent tous de cette communauté. Si on a tendance à avoir l'impression qu'on est tous copains, c'est pas non plus pour rien. Je veux dire, Brice, moi, ça fait 5 ans que je le connais, il a 1 an de plus que moi. Je veux dire, j'ai commencé d'abord en tant que militant au sein du forum et en tant que responsable du forum, il a vu passer pas mal de mes posts. J'ai été passionné par ça. J'ai donc décidé de devenir, mais comme beaucoup d'autres professionnels de la FIVAP aujourd'hui, de vivre de cette passion. Et je me suis engagé, bien sûr, au sein de la FIVAP, parce que je ne serais pas devenu professionnel, je serais avec Brice actuellement au sein de l'AEDUS. C'est tellement évident que quand on a pu avoir la chance de rencontrer la cigarette électronique, pour quitter le tabac, en effet, au début, mais
à partir du moment où on a rencontré la cigarette électronique, on s'est aperçu qu'on rentrait dans un monde fabuleux de saveurs, un monde fabuleux d'un matériel. On a besoin de cette, Brice en parlait tout à l'heure, on a besoin de cette énorme diversité de matériel, parce que chaque matériel va correspondre à un individu, chaque cliromiseur va avoir une délivrance particulière des saveurs et va pouvoir permettre à chacun de trouver ce qui va lui convenir. Mais alors, donc, le paradoxe de l'histoire aujourd'hui, c'est qu'on a clairement des éléments politiques qui sont vraiment très très clairs, c'est-à-dire qu'il y a une menace qui est évidente. On a d'un côté des consommateurs, donc qui sont représentés aujourd'hui par Brice Lepout. On parle, l'OFDT a parlé de 1,9 million de vapoteurs en France, ce qui est énorme. On a aujourd'hui des milliers de boutiques en ligne. On parle d'un chiffre d'affaires de l'industrie des cigarettes en France qui dépasse, qui était de 100 millions d'euros en 2013, qui va dépasser les 400 ou les 700 en 2014. Donc c'est quand même des chiffres qui sont impressionnants, tant au niveau de la consommation que des professionnels. Alors que du côté de Nathalie ou du côté de l'EVI, des actions très très concrètes comme ça, on a si peu de retours. Comment vous deux, vous arrivez à expliquer ça? Est-ce qu'il faut utiliser des phrases plus percutantes? Est-ce qu'il faut mettre en place des campagnes de communication violentes pour arriver à faire comprendre? Ce que j'allais dire, c'est que justement, en parlant de l'EFVI, au sein de la FIVAP, on soutient fortement cette initiative. Quand on parle de l'importance de la communauté des vapoteurs, il faut rappeler que justement, l'EFVI vient de cette communauté. C'est cette communauté qui a monté toute seule. Je veux dire, les professionnels n'étaient pas du tout là-dedans, et heureusement d'ailleurs, puisque ça aurait été une défense d'intérêt tout bêtement, alors qu'eux défendent leur peau quelque part. Donc la FIVAP a décidé d'apporter un soutien sans faille à l'EFVI, a mobilisé l'ensemble de ses adhérents, notamment en distribuant, en faisant imprimer des dizaines de milliers de flyers qui sont mis dans les colis, en sensibilisant nos boutiques pour qu'il y ait un discours qui soit porté auprès justement de ces 2 millions. Je veux dire, la FIVAP actuellement touche par l'ensemble de ses distributeurs et des intervenants de notre secteur à peu près 1 500 000 vapoteurs. Donc la communauté des vapoteurs qui a l'initiative de ça a fait un énorme boulot et a permis aux professionnels de prendre conscience de ça. Et on sait très bien que maintenant, pour toucher ces 1 900 000 personnes, c'est à nous de faire le boulot. Eux continuent à le faire et à le faire super bien. Je veux dire, tout le monde connaît maintenant Elle Vapote, qui était inconnu il y a quelques mois. Très active, qui s'est emparé de ce problème, et qui a réussi à le faire exploser au sein d'abord de la communauté, j'allais dire des activistes de la VAP, qui représente plusieurs milliers de personnes, qui est une communauté qui a un petit peu l'âme de la VAP. Je veux dire, Brice, il fait partie de ces grands anciens, et 6 ans après, il continue à être animé de la même foi dans cette communauté. Nous, en tant que professionnels, je veux dire, c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre fibre de départ, parce qu'on vient de cette communauté et on ne l'a pas quittée. C'est pas parce qu'on est passé professionnel et qu'on vit de cette passion et qu'on essaye de faire vivre nos boutiques qu'on a oublié cette communauté. On fait partie de cette communauté. Et faisant partie de cette communauté, il est tellement évident pour nous que les nouveaux vapoteurs qui arrivent, qui eux ne sont peut-être pas encore inclus dans cette communauté, il faut les faire rentrer dans cette communauté, il faut les sensibiliser, il faut leur faire signer le FVI, parce que c'est nous qui allons toucher ces 1 900 000 personnes. Matt Lavap, toi en tant que reviewer, toi qui manipules tout un tas de différents matériels, je vois là que tu as un mode voilà, assez particulier. Comment tu vois cette menace politique? Est-ce que demain, le fait qu'on te retire ton mode, comment penses-tu que la communauté va réagir? Penses-tu que l'avenir de la cigarette électronique peut toujours perdurer si on a demain que des toutes petites cigarettes électroniques? Alors, moi, pour ma part, en fait, on est pile poil dans mon expérience de vape par rapport à ça, parce que quand j'ai commencé à arrêter la cigarette la première fois, je suis parti sur une Cigalike, en fait, un système avec un chargeur PCC et des batteries qui ressemblaient à des vraies cigarettes, avec des cartouches qu'on changeait. Et j'ai tenu 3 semaines. J'ai tenu 3 semaines dessus. J'ai fait une allergie. Et j'ai complètement repris la clope, pire qu'avant. Voilà. Ça a été clairement ça. Et puis, j'ai découvert les égocés, les modes, etc., varier les liquides. Je suis devenu un geek de la cigarette électronique. Et
Et à l'heure actuelle, je ne pourrais pas revenir. Je le sais très bien, je ne pourrais pas revenir sur quelque chose comme une cigarette, qui ressemblerait à une cigarette, parce que c'est plus du tout ce que je recherche. Ah, tu dis que donc les anciens modèles, en tout cas de première génération, comme on a vu tout à l'heure, sont relativement inefficaces pour arrêter de fumer. Nathalie, toi, est-ce que tu dirais que c'est finalement quelque chose... c'est un petit peu fait exprès que ce produit marche à moitié bien, à moitié. Est-ce que l'industriel du tabac, qu'on a vu ici relativement favorisé par cette TPD, finalement voudrait bien qu'on continue à fumer du tabac et qu'on continue aussi à utiliser leur nouvelle cigarette électronique qui marche à moitié? Est-ce que c'est une vision simpliste pour toi ou est-ce que c'est une réalité? Si je suis très cynique, oui, bien sûr, c'est l'intérêt des industriels de tabac de faire capoter la cigarette électronique et de les renvoyer, parce qu'un produit n'est pas satisfaisant, vers la cigarette. C'est leur intérêt. Je pense qu'il y a d'autres forces aussi qui ont joué dans cette directive, c'est ce qu'on appelle les hygiénistes. Et il ne faut pas sous-estimer leur poids, parce qu'ils donnent bonne conscience dans ceux qui font les réglementations. Donc ces gens-là sont ceux qui ne supportent pas qu'on puisse vapoter parce que ça ressemble à l'acte de fumer. Et effectivement, avec une cigarette électronique, ça ressemble encore plus. Voilà, mais je pense que c'est effectivement l'intérêt des... Brice, un sentiment de vous êtes fait voler votre jouet, votre substitut nouvellement trouvé, parce que si on se replace des années en arrière, c'est le consommateur qui a lui-même trouvé son substitut. Aujourd'hui, on voit des enjeux financiers énormes. Est-ce que ce sentiment de se faire un petit peu manipuler, de se faire voler, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous ? On est totalement dans ce qu'on pourrait appeler la science 2.0 ou la santé 2.0. C'est quelque chose qui a échappé à tout le monde. Tout le monde a trouvé que ça va toucher 10 personnes dans leur campagne. Et ils ont sous-estimé l'effet que ça aurait. Et ce qu'ils ont surtout sous-estimé, au-delà de son efficacité, c'est le fait que les gens se sentiraient énormément reconnaissants d'un outil qui leur avait permis de sortir la tête haute du tabac, alors que rien ne leur avait permis auparavant. Et cette force-là, ils l'ont complètement sous-estimée. D'accord. Et pour la question que tu posais à Elvapod tout à l'heure, pour ma part, je reste persuadé que l'industrie du tabac, si elle obtient la directive comme elle est aujourd'hui, son intention reste de faire une cigarette électronique de très mauvaise qualité pour que les gens puissent dire c'est nul, je vais retourner à mon bon vieux tabac. Il ne faut pas oublier que l'industrie du tabac, son commerce, c'est la fleur du tabac. Et dans nos cigarettes électroniques, il n'y a absolument rien qui provienne du tabac. Donc c'est leur fin à court terme. D'accord. Je m'excuse de juste rajouter pour... la FIVAP est intervenue fortement au niveau européen. On a fait... je vais dire un gros mot, mais du lobbying. Il est évident qu'on s'est heurté à un lobby tellement plus puissant qui est le lobby du tabac. Ce n'est pas uniquement des gens qui sont achetés. Il faut savoir que le lobby du tabac, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qui travaillent auprès des députés et qu'il y a une déformation chez pas mal de députés qui font qu'il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup pour qu'ils reprennent les codes du tabac, parce qu'ils sont formatés par l'industrie du tabac depuis des dizaines d'années. Je veux dire, on sait que c'est plusieurs centaines de millions qui ont été investis par l'industrie du tabac pour justement intervenir auprès des députés pour que cette TPD soit en réalité ce qu'eux ont écrit. Je veux dire, le but est très clair, c'est demain récupérer le marché de la cigarette électronique. Brice s'en souvient très bien, mais on nous a rayonnés quand on est arrivé avec nos premières cigarettes électroniques. Ah, vous êtes des gadgets, vous n'allez jamais avoir d'impact. Et puis, on a prouvé que si la cigarette électronique avait un impact. Nous, on le savait. Il se trouve qu'aujourd'hui, les chiffres le disent. Les derniers chiffres de l'OFT, par l'intermédiaire de l'étude Étincelle, ont très bien prouvé que la baisse des ventes du tabac n'est pas due uniquement aux ventes frontalières et à la contrebande, mais que la cigarette électronique a eu un véritable impact. Pour preuve, il y a eu aussi une baisse de tous les substituts nicotiniques. Et je veux dire, lorsqu'on s'est retrouvé à Bruxelles pour lutter contre ce lobby, c'est vrai que notre lobby, entre guillemets, que ce soit celui des consommateurs qui ont fait aussi du boulot par rapport à ça, et celui des professionnels, s'est heurté à un mur d'une puissance extraordinaire. Leur but, c'est évident, c'est de récupérer ce marché de la cigarette électronique en présentant des produits qu'eux ont. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a une avance
au niveau de la cigarette électronique qui est ahurissante. Eux, je veux dire, proposent des modèles qui datent d'il y a 3 ans. Je veux dire, aujourd'hui, on sait qu'ils investissent massivement dans la recherche pour avoir des modèles qui vont être plus attractifs, mais pas plus efficaces, parce que leur but, c'est de continuer à vendre du tabac, et en plus de se refaire une image de marque en disant mais regardez, on vend aussi des produits de réduction de risque, mais il ne faut pas que ces produits attaquent leur marché. Nous, on attaque leur marché. Ce qu'eux vont proposer ne va pas attaquer leur marché, et ils vont récupérer la totalité du gâteau par l'intermédiaire des réseaux de distribution extrêmement puissants que sont les buralistes, qui aujourd'hui ont compris aussi leur intérêt. Je veux dire, ils gagnent beaucoup plus d'argent en vendant des cigarettes électroniques qu'en vendant du tabac. Les bénéfices qu'ils dégagent sur le tabac sont ridicules. Ils voient bien que quand ils vendent une fiole de liquide, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Donc, je veux dire, ils sont intéressés, l'industrie du tabac est intéressée, et on se bat contre tous ces gens-là. Et je peux vous garantir que ce combat, pour nous, n'est pas perdu, même si on n'est pas d'un optimisme béat. Je veux dire, on va pas lâcher prise. Et je pense que les consommateurs ne vont pas lâcher prise. C'est leur santé aussi. Nous, c'est la santé des consommateurs et les milliers d'emplois qui ont été créés qu'on défend. Je veux dire, on a un objectif commun, c'est la défense de la vape dans son ensemble. Et cette communauté a besoin aujourd'hui de se rassembler. Si on est devenu au sein de la FIVAP une fédération interprofessionnelle, alors que je peux vous garantir qu'entre des grands groupes de distribution de cigarettes électroniques et des petites boutiques perdues au fin fond de la campagne, il y a des intérêts qui peuvent être divergents. On a réussi à réunir les grands fabricants de liquides qui ont réussi à se mettre d'accord entre eux, alors que je veux dire, il y a des secrets de fabrication, il y a tout un tas de choses qui font que chacun a sa recette. Tous ces gens-là ont été capables de travailler ensemble pour proposer des normes. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez inhabituel dans l'industrie, d'avoir un tel consensus de groupes qui se mettent d'accord, alors qu'ils sont en concurrence. Je veux dire, on voit sur le salon, chaque groupe a déployé toute sa science pour vendre ses produits. Mais tous ces gens-là sont capables de se réunir, et au sein de la FIVAP, on est très fiers d'avoir réuni une interprofession et d'avoir aujourd'hui de très bons contacts avec les consommateurs, et que c'est uniquement tous ensemble et en étant dans un allant commun qu'on pourra arriver à lutter contre une industrie qui est actuellement la plus forte du monde, celle du tabac. Alors effectivement, tout passe par le professionnel avant tout. Nathalie, un mot pour les professionnels ici. On a la chance d'être au milieu d'un salon qui se veut en plus de ça international. Donc il y a des Européens, il y a beaucoup de vendeurs, de fabricants de liquides, il y a aussi des consommateurs, mais avant tout professionnels. Quel message tu aimerais leur faire passer aujourd'hui ? Ce qui est important dans l'initiative citoyenne européenne, c'est que les professionnels sont bien sûr les premiers relais pour sensibiliser les vapoteurs. Les professionnels ne doivent pas négliger à quel point ils vont être impactés eux-mêmes par cette directive. Ils vont être assujettis à énormément de contrôles, de déclarations, de lourdeurs administratives. Le marché va être très calme, puisqu'on a vu que les innovations se ralentissaient. Il faut avoir bien conscience aussi que les grands mouvements ont commencé dans le monde du tabac, puisque Imperial Tobacco, qui vient de racheter les brevets du chinois, l'inventeur de la cigarette électronique, est engagé maintenant dans des luttes judiciaires contre les principaux fabricants de cigarettes électroniques aux États-Unis. Donc il faut se mobiliser contre ça, et je répète, il faut signer le FVI, et les vapoteurs sont en colère qu'on attaque leur VP, vaporisateur. Voilà. D'accord. Je me permets juste de rebondir par rapport à ce que vient de dire Nathalie. Au sein de la FIVAP, on fait signer des engagements de non-intérêt par rapport au tabac. Et il est évident que tous nos adhérents sont totalement indépendants de cette filière. On ne le répétera jamais assez, on est la cigarette électronique, on n'a rien à voir avec le tabac. On a changé notre nom parce que justement, on n'arrête pas de parler de cigarette électronique, mais on sait que la communauté commence à en avoir marre de ce terme qui nous rappelle sans arrêt le tabac, que les pouvoirs publics, lorsqu'on a rencontré la DGS, ont tout de suite commencé à tiquer sur ces termes qui rappellent sans arrêt le monde du tabac. Et on a changé justement notre nom parce qu'en tant que professionnel, on estimait que c'était important
de prouver qu'on n'était plus dans ce monde et que le terme de cigarette électronique aujourd'hui, qui est en effet le terme qui est utilisé par les clients et même par nous dans notre discours de tous les jours, parce que ça fait partie d'une formation qu'on a, on a toujours parlé de cigarette électronique, on essaye, et on sait que ça va prendre du temps, de pouvoir basculer sur d'autres termes, et c'est pour ça que nous on a fait retirer le terme cigarette électronique et qu'on parle maintenant du monde de la vape, parce que c'est un monde extrêmement complexe qui n'est pas que la cigarette électronique, qui est les fabricants de liquides, qui est le contact aux clients. Il faut savoir que 80% de notre boulot, c'est pas un boulot de commerçant, c'est un boulot de contact avec le client. Je veux dire, ce que nous sommes totalement incapables de faire, par exemple les buralistes. Je veux dire, où c'est bonjour, au revoir, et puis voilà. Bon, c'est un autre débat. En tout cas, je pense que alors cette conférence touche à sa fin. Je pense qu'on a bien tous compris l'importance de la fédération, l'importance de la communication, l'importance pour le consommateur déjà de se rapprocher d'autres consommateurs à travers l'association comme l'EDUS, en s'inscrivant sur des forums, en parlant positivement du produit à ses amis fumeurs, en essayant de faire avancer cette notion de réduction des risques qui est très importante puisque le fléau du tabagisme est encore extrêmement présent. C'est important pour les professionnels de se rapprocher d'organismes tels que la FIVAP ou que le SYNAPS qui sont tous deux ici présents sur le salon. Et c'est important, quel que soit son bord, professionnel ou consommateur, de se rapprocher de cette initiative citoyenne européenne puisque les menaces politiques qui pèsent aujourd'hui sur la profession concernent absolument tout le monde. Et on a besoin, nous en tant que consommateurs, d'avoir des professionnels qui travaillent proprement, qui ont de l'argent, qui arrivent à vivre commercialement, qui soient toujours à l'écoute, qui continuent d'innover pour améliorer le produit. Matt Lavap en a testé tout à l'heure. Et je pense que c'est important. Ce message global, c'est celui de la fédération. Donc vous avez tous les stands ici à votre disposition au salon. Le stand de l'EFVI est ouvert. Hein. Je pense qu'on peut directement aller signer, enfin en tout cas, apporter son soutien à l'initiative avec sa carte d'identité. Le stand de l'EDUS est aussi présent, celui de la FIVAP également. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. C'était la dernière conférence Vape Expo. Voilà, j'ai été ravi d'animer ces conférences et j'espère à l'année prochaine ou à très bientôt. Merci. Merci à vous.